Mettre en lumière les brumes de l'esprit est voué à l'échec. Trop épaisse, on ne peut y pénétrer qu'à l'aveugle. Ce n'est qu'en se perdant sur les chemins inexplicables de la psyché que le voyageur avide de réponses pourra tenter d'en percer les insondables secrets. Alors fermez les yeux. Perdez l'esprit. Bienvenue dans le brouillard. La vallée morte. À l'ouest des montagnes grises, une fois descendues les routes sinueuses des cols, et bien loin des grandes villes que nous connaissons, s'étend une large vallée baignée par le soleil. Quelques bois parsèment le long des routes de leur feuillage touffu, et les rayons du soleil les traversant éclairent d'une ambiance chaleureuse et apaisante les chemins en fin de journée. Les petits animaux peuplant ces endroits sereins n'ont jamais connu la peur de l'homme et de ses envies. Les cours d'eau sont restés vierges de toute impureté et ruissellent en silence au cœur des paisibles forêts. Les environs, comme oubliés par le temps, voient se dessiner çà et là quelques timides villages aux maisons faites de bois et aux toits de chaume, où la vie a su rester plus simple. Se tenant fièrement, craquantes de plaisir sous les vents légers de la vallée, elles observent d'un regard bienveillant les champs se dessinant à leurs pieds. Les exploitations agricoles côtoient les élevages dans un rythme de vie propre aux campagnes. Ici on vit de ce que l'on sème et de ce que l'on échange. Les étals des marchands de fruits et de légumes, de frais et de lait, s'étendent sur les places des hameaux, et leur contenu ne parvient malheureusement que rarement jusqu'aux tables de la ville. Dans cette ambiance en huis clos, les habitants de la vallée conservent un sourire chaleureux, tout le jour durant, et une joie profondément sincère au contact d'étrangers, venant de par-delà de la montagne. Ceux-ci se faisant rares car ne passant que de façon sporadique par les environs, préférant emprunter les routes droites et rapides du sud. Pour ma part, j'étais heureux qu'un événement inattendu me donne l'occasion de découvrir un lieu si idyllique que je n'aurais espéré qu'imaginer. C'était après la convocation d'un notaire que j'avais quitté l'Institut pour venir découvrir ces terres reculées. En effet, un parent éloigné, cousin d'une défunte tante que je connaissais à peine, était décédé récemment. L'homme étant sans enfant, frère, sœur ou autres proches parents, c'était à moi que son exécuteur testamentaire avait confié ses possessions. Surpris à l'annonce de cette nouvelle, car n'ayant aucune idée de l'existence de ce parent éloigné, je fus piqué par la curiosité en constatant du contenu de son héritage. Celui-ci ne contenait que deux choses. Une hache, non pas une belle pièce ouvragée, mais un outil tout ce qu'il y avait de plus ordinaire, ayant servi sans nul doute à la découpe de quelques bois de chauffage en hiver. Apparemment, l'homme serait décédé avec l'objet fermement maintenu contre lui, et ce n'était qu'une fois préparé à sa dernière demeure qu'à la force de deux hommes on put lui retirer de sa poignée rigide. Remise au notaire, celui-ci l'avait conservée, ne souhaitant revenir au domicile du défunt, tant l'odeur y était insupportable. Il m'épargna des détails qui ne se disent pas aux parents, aussi éloignés fussent-ils, avant de me remettre ce qui avait piqué mon intérêt. L'autre bien, fort plus intéressant qu'une vieille hache abîmée, une clé. Grossière et faite d'un métal sans valeur, ouvrant au dire du notaire la demeure de campagne, appartenant au défunt, et me revenant de droit. Je ne pus que remarquer le sourire crispé de l'homme quand il me donna l'adresse de la maison, située dans une vallée loin à l'ouest. Son visage se ferma quand je lui demandai comment étaient les environs. Il me répondit que la vie était différente là-bas. Je ne m'interrogeai pas à outrance sur son manque d'entrain, me disant que l'homme n'était pas amateur de nature, bien trop attaché au milieu urbain de son petit cabinet, et que le voyage vers la vallée avait dû être pour lui une expérience désagréable. Je saisis donc l'occasion pour prendre un congé de l'Institut, afin de me consacrer à mes recherches, dans un endroit où le calme tiendrait du quotidien et non du luxe. Je n'aurais pu me douter que je reverrais la même expression qu'avait présentée le notaire,
quand je lui avais demandé comment étaient les alentours de la maison. C'étaient pourtant les mêmes traits contris et mal à l'aise que je voyais se dessiner sur l'homme en face de moi. À peine étais-je entré dans la vallée après de nombreuses heures de route que je m'étais arrêté dans un village pour être sûr d'être sur le bon chemin. Le fermier à qui j'avais demandé conseil, si aimable à mon contact, avait perdu tout intérêt à la raison de ma venue, à la simple évocation de ma destination. Un regard rempli de peine, de peur, mais aussi d'une grande compassion s'attacha à la note indiquant l'adresse de mon héritage que je tenais entre les mains. Il m'indiqua le chemin à contre-cœur, mais me supplia d'une bonté sincère de rebrousser chemin. Non sans une certaine réticence à aborder le sujet de ce qui provoquait autant d'anxiété chez lui, il me parla de l'histoire du lieu, l'histoire de cette petite partie de la Grande Vallée, que les autochtones nommaient simplement la Vallée Morte. Autrefois aussi riche que le reste des environs, aux bois denses et aux champs fertiles, la Vallée Morte avait gagné son sinistre surnom il y a de cela une décennie, quand les feuilles des arbres et les aiguilles des pins tombèrent un certain printemps. Au début, les gens furent interloqués, mais personne n'aurait pu se douter de ce que cet étrange présage annonçait. Ce furent les fleurs qui les premières se flétrirent, suivies de près par les étendues vertes et les bois alentours. Là où autrefois s'élevait une sereine forêt, ne subsistait plus qu'un marais au reflux nauséabond. Un frisson parcourut l'homme qui tentait de me la décrire, et du dégoût pouvait aisément se lire sur son visage. Le lieu n'était plus composé que d'arbres morts, se tordant comme des os brisés, baignant leurs racines squelettiques dans des ruisseaux boueux, où les dépouilles de nombreux animaux stagnaient misérablement. Poussés par la soif, ces derniers s'étaient tentés à boire les putrides eaux noires du lieu maudit, et étaient devenus une partie intégrante de celui-ci, à jamais. La pourriture de la terre s'était étendue au sol, et les récoltes étaient mortes les unes après les autres, sans qu'aucun fermier ne puisse rien y faire. La terre était devenue infertile, et rien ne poussait plus là-bas depuis des années. Le village et les fermes aux abords de la vallée morte s'étaient vidés les uns après les autres. Il ne restait plus que les anciens, les plus résolus à ne pas quitter le seul endroit qu'ils eurent jamais connu, et qui restaient habiter ce lieu au funeste destin. Ces derniers habitants demeurant encore au village étaient les quelques éleveurs venus vendre leurs maigres récoltes d'œufs et de lait, peinant à nourrir à la fois leurs bêtes et eux-mêmes. Le sentiment de plénitude qui avait su naître en moi en traversant les routes de la vallée s'était peu à peu éteint à chaque nouveau détail que l'homme m'avait narré sur l'histoire de cette funeste vallée morte. Le fermier m'indiqua du doigt la silhouette, usée par le temps et les malheurs, d'un ancien, assis à un étal aux maigres provisions, ponctuant de la sorte son histoire d'une vérité froide et glaçante. Je remerciai l'homme pour son histoire et repris ma route, le rassurant que je n'étais pas là pour exploiter la terre et que la décrépitude de celle-ci, même si elle me désolait, n'était pas un problème pour moi. Il me souhaita bonne chance et je ne pus dire sur le moment si c'était les révélations qu'il m'avait faites ou le poids de son regard inquiet qui avait tant pesé sur moi. Je ne pus que constater de la véracité de son histoire en pénétrant dans la vallée morte. Rien des sordides détails qu'il m'avait donnés n'était exagéré. Des hectares de terre vides de toute verdure aux mines déconfites et tristes des habitants au physique émacié du village, tout semblait crier que l'endroit était mort depuis longtemps. Les maisons tordues aux bois craquelés ne tenaient debout que difficilement. Le manque de main-d'œuvre plus gaillarde, partie chercher une vie meilleure dans un endroit moins morne, se faisait terriblement sentir. Certaines des bâtisses s'enfonçaient dans le sol boueux alors que d'autres n'avaient même plus de toit. La vision désolante que laissait le village, autrefois plein de vie, n'était en rien améliorée par ses quelques habitants. Au contraire, aucune volonté ne brillait plus derrière les regards vides qui se posaient sur moi, alors que toute joie m'avait elle aussi quitté. Une vieille dame agissant mécaniquement marchait sans but entre les ruines. Elle m'indiqua que la maison que je cherchais était excentrée du village, et je ne pus laisser échapper qu'un soupir de soulagement à l'idée de m'éloigner de cet endroit. Je compris mon erreur quand la route me mena aux abords de l'ancienne forêt.
L'odeur pestilentielle des marais me prit au nez alors que les silhouettes des arbres morts devenaient plus nettes. Un chemin rocailleux finit par me guider vers un petit portail en fer forgé, laissé ouvert sûrement depuis la venue de l'exécuteur testamentaire. Je fus agréablement surpris à la vision de la maison. Certes abîmée par le cours du temps, elle avait su demeurer dans un état fort acceptable. Je jetai un regard amusé à la vieille hache posée sur la banquette arrière que j'avais amenée avec moi n'en ayant pas la moindre utilité dans ma résidence plus urbaine. Je m'étais tout le long du trajet demandé de qui de l'outil rouillé ou de la maison serait en plus piteux état, et il semblait à ma plus grande satisfaction que la hache avait perdu. Je posai celle-ci au milieu d'un tas d'outils rouillés déjà présents et fis quelques pas en arrière pour bien observer la bâtisse. Son toit, de bois et non de chaume, comme la majorité des autres habitations de la vallée, ne comportait qu'un seul trou, et toutes les fenêtres tenaient encore debout. Seule la cheminée écroulée pouvait indiquer du passage certain du temps, mais constatant du manque de matières premières, je me dis qu'elle n'aurait de toute façon pas servi. Ces 2 étages en faisaient une construction imposante, et je fus heureux qu'elle ne s'affaisse pas sur elle-même. Le bois avait certes vieilli, mais semblait encore solide. Du moins, c'était ce que je m'étais dit avant de pousser la large porte menant dans l'entrée poussiéreuse. La poignée restée en main, je ne pus m'empêcher de laisser échapper un rire étouffé. Un miaulement me rappela à la réalité, et je posai donc la boîte que je tenais en main sur le sol. J'ouvrais le battant de celle-ci et, à la vision de mon compagnon de voyage à l'air endormi, écartai les bras fièrement dans un geste théâtral. Nous voici chez nous, mon ami. Le regard doux que le félin à la fourrure blanche posa sur moi me confirma ce que je savais déjà. Tu as raison, on ne sera pas trop de deux pour retaper tout ça. Aussi je m'attelai à la tâche. Le voyage avait été long, mais nous ne pouvions passer la nuit dans la poussière et le renfermer. La maison était immense. Au rez-de-chaussée, dans le large salon, un vieux fauteuil usé faisait face à l'âtre de l'ancienne cheminée. La fenêtre de la cuisine, vétuste mais comportant l'essentiel pour le peu de talent que j'avais au fourneau, offrait une vue sans pareille aux marais morbides, et je me garda donc de l'ouvrir, choisissant l'odeur de poussière à celle de l'extérieur. Je fis attention en entamant ma montée du large escalier, car celui-ci craquait sous mes pieds, mais il semblait avoir gardé sa solidité d'antan. Les 2 pièces de l'étage convenaient parfaitement à l'usage que je prévoyais de faire de mon séjour. Une chambre composée d'une penderie et d'un lit simple, dont je ne pus détacher le regard, dévoré par la morbide idée que l'ancien occupant y avait passé ses derniers instants, me laissa quelque peu pensif. Le contact chaleureux de la fourrure de mon compagnon contre ma jambe me rappela à moi. Aussi je le gratifiai d'une caresse sincère et d'un regard complice. C'est en pénétrant dans l'autre pièce que je laissai toute pensée malsaine loin de mon esprit. Il devait s'agir de l'ancien bureau. Plusieurs bibliothèques copieusement remplies de multiples ouvrages longeaient les murs jusqu'à un large bureau sculpté à la main. Un écritoire trônant fièrement dessus était rempli de tout le nécessaire à la prise de notes, et de multiples feuillets vierges y étaient soigneusement empaquetés. Jamais je n'aurais pu penser, à la vision des environs et au contact avec les habitants de la vallée, aimables, mais au mode de vie simple, que mon éloigné parent eusse pu être un intellectuel. Pourtant, il fallait se faire à l'opulence des bibliothèques occupant la pièce. Je pris pour résolution de m'intéresser aux nombreux livres présents quand le temps s'y prêterait. Je devais encore déballer mes affaires et ouvrir les quelques fenêtres restantes qui ne donnaient pas sur les marais. C'est en ouvrant celle du bureau que mon étonnement me laissa bloqué, la mâchoire ouverte de surprise devant ce qui, ailleurs, aurait paru ordinaire, mais qu'ici semblait irréel. Au milieu du jardin de la maison, semblable au reste des champs tapissant le paysage d'une terre sans la moindre herbe, se dressait un chêne massif. L'arbre épais, contrairement à tous ses homologues de la région, était muni de larges branches touffues au feuillage vert olive. Le mastodonte devait faire près de 20 mètres de haut et je m'étonnais de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je descendis dans le jardin pour m'assurer que mon esprit ne me jouait pas des tours, attaché au souvenir des forêts du reste de la vallée, bien loin de l'endroit où je me trouvais. Mais non, l'arbre était bien là, et je pus constater qu'il se portait comme un charme. Ses feuilles, dansant dans le léger vent de la fin de journée,
tressaillait dans une danse qui semblait me souhaiter la bienvenue. Comment un arbre pareil avait pu survivre sur ces terres mortes? Il devait être là bien avant la maison elle-même. Le peu de connaissances que j'avais sur le sujet et la largeur de ce tronc, plus épais que ma voiture, me laissaient penser qu'il devait avoir plus de 200 ou 300 ans. Je ne me rendis compte de l'heure qu'il était qu'une fois les yeux plissés par le manque de luminosité. J'avais passé près de 2 heures à observer l'arbre massif sous toutes les coutures possibles avant de m'être simplement assis face à lui, laissant glisser mon regard sur les courbes et les circonvolutions de ses branches touffues. Je décida de rentrer. Mon estomac commençait à faire sentir sa présence et cela devait être de même pour un autre. Je servis à mon camarade son habituel repas et me contenta de celui que j'avais emporté pendant le voyage. L'histoire que m'avait plutôt raconté le fermier m'avait coupé l'appétit, et je le remercie intérieurement pour cela. Ayant prévu de chercher de quoi manger une fois arrivé à destination, je me serais retrouvé sans rien à me mettre sous la dent dans ce village appauvri. Je décidai que je me rendrais le lendemain en dehors de la vallée morte pour acheter des provisions. Les multiples péripéties de la journée finirent par atteindre mon corps, et le sommeil me sembla la solution la plus adéquate pour régler le problème. Aussi, je pénétrai dans les draps propres que j'eusse installés plus tôt, sur le lit et me coucha. Mon compagnon blottit à mes pieds. La nuit serait calme. Je n'avais pas entendu le moindre cri d'oiseau et n'avais vu l'ombre d'aucun animal dans les environs. Moi qui espérais la quiétude, j'étais servi plus que je n'aurais pu le souhaiter. Seul le bruit du vent percerait mes songes. Je me réveillai en sursaut. Mon esprit, encore embrumé par le poids du sommeil, ne parvint que difficilement à prendre pied avec la réalité. Je me hâtais de créer une source de lumière dans un état de panique calme qu'on a en se réveillant d'un cauchemar. On ne sait pas pourquoi, mais rester dans l'obscurité devint alors une épreuve insurmontable, notre seul objectif devenant la sortie du monde onirique par l'éclat d'une lumière libératrice, seul remède en mesure de purifier ce mal et de faire lâcher prise aux griffes de la nuit plantées dans nos peurs. La maison n'étant pas raccordée à l'électricité, je saisis une boîte d'allumettes, et alors que mes yeux cherchaient encore les ombres menaçantes de mes songes dans les recoins sombres de la pièce, j'alluma la chandelle usée par le temps, qui reposait depuis une bonne décennie sur le chevet de mon lit. Je mis quelques secondes avant de me calmer. Mon cœur semblait vouloir s'échapper de ma poitrine et mon front, chauffé par le stress, ruisselait d'épaisses gouttes de sueur. C'est après un moment qui me parut durer pour l'éternité, après que mes yeux se soient adaptés à la luminosité dégagée par la chandelle, que je me décida enfin à détacher mon regard fixe du mur me faisant face. Mes membres étaient engourdis. Plus que de rester immobile, j'avais été comme pétrifié, et la contraction de stress que mon corps avait subie lançait mes bras et mes jambes d'une douleur diffuse. Mon cœur se serait détaché si mon camarade avait choisi de miauler ne serait-ce qu'une minute auparavant, mais à cet instant il était tout ce dont j'avais besoin, une présence connue, rassurante de sa bienveillance à mon égard. Il vint se blottir contre mon torse alors que je me décidais à retrouver une position plus propice au sommeil. Que venait-il de m'arriver? J'avais conscience qu'il devait s'agir d'un cauchemar, mais mon esprit ne parvenait pas à discerner le contenu de celui-ci. Je n'avais pas fait de mauvais rêves depuis de nombreuses années. J'avais finalement, et au prix d'un effort certain, vaincu les terreurs nocturnes qui avaient habité mes réflexions inconscientes il y a de cela bien longtemps. Plus le temps passait, plus il devenait évident que mes efforts pour déceler le contenu du mauvais rêve que je venais de faire étaient vains. Seul un détail restait figé dans mon esprit, comme un rocher perçant les eaux agitées de l'océan de mes pensées. Un croassement. Rauque et profond, il était la seule preuve que brandissait mon subconscient à ma psyché sur l'existence de ce qui avait troublé mes songes.
Alors que mes paupières peinaient à rester ouvertes, la monotonie et la douceur des ronronnements de mon compagnon finirent par rendre le poids du sommeil trop lourd, et je retournai donc dans les bras de Morphée. Le contact du soleil sur ma peau m'avait éveillé bien après les premières lueurs de l'aube. L'appétit de mon ami à quatre pattes n'avait pas empêché celui-ci de me laisser le sommeil dont j'avais bien besoin, et je l'en remercia. Mes songes avaient été calmes le reste de la nuit, et je me rendis à l'évidence que c'était sans nul doute la vision des environs, ajoutée aux histoires du fermier qui avait dû chambouler mon esprit. Je sortis du lit en posant un œil plein de gratitude sur les restes de la chandelle reposant sur mon chevet, dévoré entièrement par l'appétit goulu de sa flamme. Comme un enfant, je n'avais pu me résoudre à me rendormir sans sa douce lumière protectrice. J'effaçai l'incident de la nuit de mes souvenirs, bien décidé à occuper le reste de cette journée de la plus productive des manières. Ce n'étaient pas les choses à faire qui manquaient. Je décidai que la priorité était de chercher des provisions suffisantes à notre confort et des planches nécessaires aux réparations de la vieille bâtisse. Je n'étais pas un grand bricoleur, mais la demeure comportait tous les outils dont j'avais besoin, et j'avais tout le temps du monde devant moi. En montant dans mon automobile, mon regard se posa sur l'arbre massif qui dénotait tant avec le paysage. Le grand chêne se balançait mollement au rythme du vent, semblant me faire signe de ses branches pour me souhaiter le bonjour. Cette idée saugrenue me plut, et ainsi décidai-je de lui rendre la politesse. J'étais heureux que le seul arbre bien portant de la région eusse pris racine dans mon jardin, mais me serais volontairement passé de la présence de la multitude de ces morbides congénères pullulants aux alentours. Je laissai donc mon camarade en charge de la demeure, et pris la route en direction du village croisé la veille. Les nombreux kilomètres que je parcourus étaient un bien faible prix à payer pour quitter le sombre paysage de la vallée morte. Les premières touffes d'herbe verte que je croisais avaient l'allure de survivantes ayant par miracle échappé aux affres d'une terrible guerre, dont seule la terre connaissait les sordides secrets. Puis les champs devinrent un océan de verdure, et les arbres reprirent leur droit sur la vallée. Je crois que ce fut le chant des oiseaux qui me remplit le plus de joie. Jamais je n'aurais pensé, il y a de cela quelques jours, que j'aurais pu autant chérir le bruit d'une forêt qui vit. Je m'arrêtai quelque temps pour profiter de la quiétude du lieu, avant de reprendre ma route, poussé par le cours de la journée, bien trop rapide à mon goût. Le fermier qui m'avait accueilli semblait ravi de me revoir, et je rassurai ses inquiétudes à mon égard, en lui assurant que tout allait pour le mieux. Je le gratifiai sur ses compétences de conteur et l'exactitude de son récit, en corrigeant du moins une partie. Toute la flore n'avait pas rendu l'âme dans la vallée morte, et il subsistait encore un chêne gigantesque qui se tenait fièrement face au marais lugubre, leur indiquant par l'opulence de son feuillage que non, il ne deviendrait jamais part de sa décrépitude. L'homme rit d'abord avant de lever haut les sourcils en constatant que j'avais l'air sérieux. Je ne pus répondre à ces questions tant je ne savais pas moi-même comment une telle prouesse de la nature était possible, mais je lui assura qu'il devait venir voir par lui-même la majesté du colosse. Je n'eus aucun mal à discerner le dilemme mental qui se produisit dans son esprit. Il s'était sûrement juré de ne jamais mettre les pieds dans cet endroit maudit de la vallée, tant la légende qui occupait le lieu était néfaste par ici. Les habitants des environs, bien que très ouverts au contact des étrangers, restaient néanmoins de ces gens simples que les mythes et les légendes touchent tout particulièrement. Il fallut que je le rassure en lui indiquant que mon invitation ne pressait pas, et qu'il pouvait venir quand bon lui semblerait, pour finalement le convaincre. Il plaisanta sur le fait qu'un gars de la ville devait trouver son comportement stupide, mais je lui assura que non. Il me remercia de mon ouverture d'esprit, et s'offrit de m'aider à trouver ce dont j'avais besoin. Aussi, nous remplissâmes la voiture de quoi tenir plusieurs semaines, et mon nouvel ami, en plus de me fournir gracieusement le bois dont j'avais besoin pour mes réparations, m'aida à atteler celui-ci au toit de mon véhicule. J'avais tout ce qu'il me fallait. Je le remercia donc de son aide précieuse et me préparai à rentrer retrouver ma nouvelle demeure. J'avais cependant une dernière chose à faire. Je n'avais pas acheté de lait sur les larges étals que l'on m'avait conseillés, ayant décidé d'en faire acquisition auprès du vieil homme qui venait sans équivoque lui aussi de la vallée morte. Son regard semblait me traverser de part en part alors que je lui signifiais vouloir acheter la totalité de ce qu'il avait à vendre, quand ses yeux fatigués
Écarquillé de surprise, s'était posé dans les miens, j'ai pu y lire de la gratitude au fond de l'étonnement. Il me prévint en toute bonne foi que le lait qu'il vendait n'était pas très bon, car ces bêtes n'étaient pas en aussi bonne santé que celles peuplant le reste de la vallée, et que, si par bonté, certains habitants en achetaient de temps en temps, ils n'en buvaient jamais. Devant mon air résolu, l'ancien me sourit à pleines dents, et se mit en tête de m'aider à charger les bouteilles dont je venais de faire l'acquisition, avec un entrain certain que je n'aurais su imaginer chez lui. Il me remercia plus que de raison et me demandait où je me rendais de la sorte. Quand je lui indiquai que nous étions voisins et qu'il était normal de s'entraider, son visage prit une teinte étrange. Je lui indiquai que j'avais hérité de la maison longeant l'ancien bois et il cracha au sol à l'évocation du lieu. Il me rassurait que son geste n'avait rien à voir avec moi, en me révélant qu'aucun habitant de la vallée morte n'évoquait jamais cette maison. Une larme perla sur la peau drue, semblable à un cuir plissé de sa joue. Il me raconta que l'homme qui vivait auparavant dans la maison était aimé de tous les habitants du village, et que tous le voyaient comme le gardien de la forêt auprès de laquelle il avait élu domicile. Lui-même d'ailleurs m'avoua qu'il le considérait comme un ami. Il ne manquait pas d'histoires passionnantes sur le sujet et d'anecdotes prouvant la bonté désintéressée de l'homme qui était venu vivre dans la vallée alors qu'il était encore un jeune homme. Il avait d'ailleurs tenu mon parent en grande estime car son érudition lui avait permis de sauver la vie de sa mère, alors que celle-ci souffrait d'une pneumonie qui, à cette époque et dans une région comme celle-ci, aurait à coup sûr emmené la femme dans la tombe. Il avait beau venir de la ville, il était de loin l'homme le plus apprécié de cette partie de la vallée, et tous venaient prendre connaissance de son avis avisé dès qu'un problème se faisait sentir. J'étais enchanté que d'apprendre que mon ascendant était une bonne personne, mais ne pus m'ôter l'idée que le vieillard me cachait quelque chose, quand celui-ci ne répondit pas à mes interrogations sur son décès. Il déclina ma proposition de revenir dans la maison, et ne put s'empêcher de me communiquer de nouveau sa gratitude quant à ma gentillesse. Ces dernières paroles à mon égard ne firent que renforcer ma bienveillance envers lui, quand il me dit de ne pas rester dans un lieu comme la vallée morte. Il insistait sur le fait qu'une personne aussi bonne méritait mieux que cet endroit délaissé par la vie elle-même. Quand je lui indiquai que je ne comptais pas rester, ou du moins seulement quelques semaines, pour poursuivre mes recherches, il parut soulagé, même si une certaine réticence demeurait quand même en lui. Nous rentrâmes donc ensemble, l'un derrière l'autre, jusqu'à notre sinistre vallée. Le regard inquiet, il me fit un geste amical alors que nos routes se séparaient pour nous mener vers nos maisons respectives. Le soleil avait bien entamé sa descente vers l'horizon quand j'arriva enfin jusqu'à la maison. Sur le perron, encore légèrement baigné de lumière, m'attendait mon ami au poil soyeux qui vint m'observer en silence pendant que je déchargeais nos provisions. En un bâillement là, il me signifia que sa journée s'était bien passée et que tout était en ordre. Campé et totalement immobile dans le fond du jardin, le grand arbre plusieurs fois centenaire avait sans nul doute été plus agité que mon compagnon félin durant cette journée. Je m'attela au rangement des denrées et des matériaux dont je me servirais le lendemain pour commencer les travaux de rénovation. Je préparai un repas copieux composé de pommes de terre et de légumes frais que l'on ne pouvait trouver que dans les campagnes reculées. Je ne laissa pas mon compère en reste, et attrapant un grand verre et une coupole au bord cabossé, que je posai au sol, décidai que notre repas méritait de se finir sur une touche légère. Je nous servis donc une portion généreuse de lait sous le regard complice et plein de plaisir que me jetait mon ami. Je pus constater de l'honnêteté du vieil homme au contact du liquide sur ma langue. Il avait un goût amer qui témoignait sans doute possiblement de la malnutrition dont souffrait tout le monde dans cette partie de la vallée, bétail compris. Je n'étais pas le seul à rechigner devant l'amertume du breuvage, car deux yeux fendus pleins de jugement me fixaient alors que je me confondais en excuses. Ah, je sais, je sais. Ne me regarde pas comme ça. C'est pour la bonne cause, tu sais. Mon interlocuteur, de sa répartie habituelle, se posa mollement sur le sol dans ce que j'aurais juré être un soupir de déception. Je m'excusa et lui caressa la tête affectueusement. J'avais, plutôt, installé mes affaires dans l'ancien bureau, bien décidé à en faire le parfait petit nid pour me consacrer à ma raison première d'être venu me retirer dans cette partie isolée du pays.
Aussi commençai-je à consulter les documents d'études, qui ne manquaient de me suivre partout. Dans un bruit de cliquetis métallique, je me lançai dans la rédaction de mon prochain papier sur ma toute nouvelle machine à écrire flambant neuve. Le doyen de l'Institut m'avait offert gracieusement cette beauté pour me remercier d'avoir fait preuve de la plus grande discrétion quant à son expédition en terre sauvage. J'avais, en bon ami et collègue, aidé à garder le secret sur la destination et les tenants de son voyage. Dans notre milieu, les curieux amènent souvent leur lot de problèmes et peuvent mettre en péril la paternité de certaines découvertes et l'intégrité de celles-ci, dans le seul but de tirer la couverture scientifique sur eux-mêmes. C'était donc non sans un plaisir certain que je m'étais plongé totalement dans ma rédaction, le bruit mécanique de chaque touche m'ayant enfoncé de plus en plus dans une transe laborieuse. Je n'avais pas manqué de me munir d'un bon nombre de bougies que j'avais installées le soir venu dans toute la maison, et c'est quand la lueur de celle posée sur mon bureau finit par s'éteindre, me coupant dans mes réflexions, que je constatai de l'avancée de la nuit. En un bâillement résolu, je décidai de me diriger vers mon lit, déjà occupé depuis ce que je présumais être quelques heures par l'autre occupant des lieux, et me blottis dans les draps avec la constatation agréable que le lieu ne manquait pas aux promesses de quiétude que je m'étais faites. Cela faisait maintenant quelques semaines que je n'avais pas travaillé de la sorte. Les idées avaient surgi sur le papier de manière ininterrompue, pendant plusieurs heures, et le silence religieux des alentours y était pour beaucoup. Aucun étudiant ou collègue ne pouvait me contacter ici, comme il avait l'habitude de le faire dans ma résidence habituelle, et je ne pouvais que me délecter de l'absence d'aboiements assourdissants pour me sortir de ma concentration. Oh, je n'avais rien contre les chiens, mais le canidé bouffi de ma voisine, au regard vide et à l'allure grotesque, ne m'en manquait pas le moins du monde. Il en allait de même d'ailleurs pour son horrible maîtresse. La vieille dame était ce que l'on pouvait qualifier sans se tromper de véritable grenouille de bénitier. Son dévouement aveugle à des croyances qui n'étaient pas les miennes, même si je jugeais celles-ci archaïques et stupides, n'aurait en rien été un problème si la vieille bigote ne passait pas le plus clair de son temps à s'épandre sur la soi-disant malveillance de mes recherches et de ma profession. Je m'étais parfois demandé si les aboiements de l'animal balourd n'avaient en eux pas plus de sagesse que les élucubrations fanatiques de cette vieille folle. Je ricanais alors devant les absurdes images mentales se dessinant devant mes yeux clos, où je m'amusais à imaginer le chien ventripotent, vêtu d'une vieille robe longue, promenant son agaçante maîtresse au bout d'une laisse. Je ne m'en rendis pas compte tout de suite, mais un son me sortit de mes pérégrinations mentales amusées. Je manquais de tomber du lit en me relevant d'un coup sec, tant la netteté de ce que j'entendais ne laissait planer le doute sur la véracité de son existence. C'était le même son que j'avais entendu la veille, un croassement rauque et allongé, sorte de mélange chimérique entre le bruit provoqué par une porte au gond grinçant et le chant si caractéristique des batraciens. Après quelques longues secondes à me frotter les yeux, je ne pouvais que me rendre à l'évidence. Je ne dormais pas, et ce que j'entendais était bien réel. Non sans une certaine appréhension, je me décidai enfin à sortir du lit, poussé par une curiosité que tous pourraient aisément comprendre dans la situation où je me trouvais. Il ne me fallut pas longtemps avant de prendre conscience que le croassement venait du nord de la maison, plus précisément en direction de ces sordides marais qui jalonnaient la propriété. Je décidai de me rendre dans le bureau, la fenêtre de celui-ci donnant directement sur la forêt morte. Alors que je passais le perron de ma chambre, je constatai que je marchais sur la pointe des pieds, comme si mon avancée pourrait me nuire d'une quelconque façon si celle-ci venait à laisser échapper le moindre bruit. Je progressais alors en silence, sans savoir si c'était l'étrange sensation que provoquait le timbre sourd du son qui s'échappait de l'extérieur, ou bien l'image mentale que je lui avais attribuée en cauchemar la veille, qui faisait couler sur mon front d'épaisses gouttes de sueur et qui hérissait les poils de mon dos. Quand je parviens enfin, après un temps qui me parut infini, à la fenêtre de mon bureau, j'hésitai un moment avant de l'ouvrir. Quelle pensée irrationnelle et irréfléchie pourrait m'empêcher d'ouvrir cette fenêtre? Je ne trouvais pas la réponse à cette question, mais je ne pus ouvrir ce passage vers ma peur de la veille sans au préalable allumer une bougie que je gardais dans un coin de la pièce. Quand je me décidai enfin à pousser les battants de la fenêtre, une brise me caressa le visage, faisant vaciller la légère flamme qui me gardait de toute pensée irrationnelle. Le croassement venait bien des marais,
Ininterrompu et monotone, il s'élevait dans la nuit silencieuse, sans que nul autre élément sonore ne vienne l'interrompre. La faible lumière de la bougie que je tenais ne me permettait guère de voir plus loin que le rebord de la fenêtre, mais mes yeux s'habituèrent peu à peu à la clarté pâle que dégageait la lune. Le grand chêne, comme un animal rêvant, se balançait silencieusement de gauche à droite, sous la brise presque inexistante. Ses feuilles, dansantes sans un bruit, devenaient dans mon esprit la seule frontière physique entre moi et la forêt squelettique aux vapeurs nauséabondes, et par extension à ce croassement qui finit, après de longues minutes, par cesser. Tout redevint calme. Plus un bruit ne venait traverser la nuit. Le silence donnait à l'extérieur un aspect irréel. J'eus même du mal à me convaincre moi-même que ce qui m'avait poussé à sortir du lit et à ouvrir cette fenêtre fût bien réel. Je mis de longues minutes avant de me convaincre de refermer la fenêtre. Je retournai alors me coucher mécaniquement. Aucune pensée amusée sur ma vieille voisine de la ville et son apathique molosse ne demeurait plus en moi. C'est l'esprit blanc et vide que je passais sous mes draps et que ma conscience finit par lâcher prise, alors que je fixais la lumière orangée de la chandelle que je ne pus me résigner à éteindre. Quand je me réveilla le lendemain, le souvenir de la veille paraissait encore plus fantomatique. Mais malgré tous les doutes planant sur l'étrange mélopée nocturne, je gardais en moi la certitude que tout ceci était bien réel. Aussi interrogatif que je fusse, au réveil et malgré une curiosité personnelle débordante, je décidai qu'il y avait plus urgent à faire de cette journée que de partir enquêter sur un son étrange. Qui plus est, quand celui-ci provenait de marais dont la simple énonciation mentale me faisait plisser le nez. Je m'attelai alors à la tâche ardue des travaux de réparation de la maison. Remettre en état la porte n'était pas le principal problème et je ne mis que peu de temps pour m'en occuper. C'est quand le problème de réparer le toit se posa que je saisis toute la complexité de la tâche. Je remerciai intérieurement mon parent d'avoir eu, posé nonchalamment contre un des murs de la bâtisse, une échelle rudimentaire sans laquelle j'aurais dû remettre à plus tard mon entreprise. Nous avions eu la chance jusqu'à présent de ne pas avoir eu à déplorer la présence de la pluie pour venir rendre ce trou dans la toiture problématique, mais les nuages noirs qui se profilaient à l'horizon pressaient encore plus aux réparations de celui-ci. C'était, non sans une certaine appréhension, que j'étais donc monté, outil en main, en haut de la grande échelle partiellement dévorée par le lierre, sous les regards passifs de mon ami. Non sans manquer à quelques reprises, au prix de plusieurs éclats de voix grossiers, de me taper sur les doigts avec le marteau, je parvins tout de même à un résultat satisfaisant. Au moins comme ça, nous ne risquerions plus de nous retrouver inondés à la moindre averse. J'avais vu juste. La journée était passée terriblement vite et l'avancée ténébreuse des nuages noirs de l'horizon avait été bien plus rapide que ce que j'aurais pu prévoir. Cette nuit, je ne pourrais pas compter sur la clarté de la lune pour me déplacer dans la maison. Je préparai alors des bougies dans la chambre et le bureau, alors que nous passâmes notre dîner sous la lueur de celle que j'avais allumée dès que le ciel était devenu noir. Je ne pus convaincre mon ami à poil de boire le lait au goût amer qu'en m'en servant moi-même un grand verre. Je pouvais presque apercevoir une note moqueuse dans ses yeux quand je tirai la langue d'insatisfaction. Mon corps était endolori et je n'eus pas l'énergie de me lancer dans une session d'écriture aussi productive que la veille à mon grand déboire. L'exercice de la journée m'avait convaincu de me coucher tôt, et mon corps n'aspirait alors qu'au sommeil. Je ne pus par contre me résoudre à m'endormir sans avoir au préalable consulté un des multiples ouvrages présents dans la bibliothèque de mon parent. La curiosité que j'avais devant des livres inconnus, mue sans doute par ma profession, n'en était devenue que plus forte après le récit du vieil homme à l'égard de mon éclairé aïeul. Passant en revue les couvertures anciennes, je jetai mon dévolu sur un ouvrage relié de cuir. La couverture usée par le temps était lisse et ne laissait apparaître aucun titre. En ouvrant le large tome, je n'y trouva pas une dénomination précise, car celui-ci n'avait visiblement pas été édité ou écrit par un seul auteur. Il n'y avait nulle trace d'une quelconque annotation quant à un patronyme sur ces pages, mais les évidentes variations dans le style d'écriture et les techniques pour apposer l'encre sur le papier sautaient aux yeux. L'étrange ouvrage, qui pouvait sembler confus au premier regard, renfermait pourtant une logique dans sa lecture. Il s'agissait d'un recueil de recherches et de constatations archéologiques quant aux antiques divinités babyloniennes. Je ne pus que me rendre à l'évidence que mon défunt parent était bel et bien l'érudit qu'avait dépeint le vieil homme.
même si celui-ci n'aurait pu se douter possiblement du niveau de culture de cet homme de la ville que tous admiraient. Les notes de recherche, rédigées en pas moins d'une dizaine de langues, allaient de l'anglais à l'arabe, en passant par le français, l'allemand et le turkmène. De nombreuses annotations apposées de ci de là laissaient comprendre que les différents auteurs, bien que ceux-ci n'aient possiblement pas vécu aux mêmes époques tant l'ouvrage semblait ancien, corroboraient et complétaient les recherches de leurs prédécesseurs. La faible occurrence de caviardage sur les passages les plus anciens laissait présager de l'exactitude de leurs propos, du moins aux yeux des auteurs. Je pus traduire la majeure partie des notes, laissant de côté par la force des choses celles rédigées dans des langues que je ne maîtrisais pas le moins du monde. Les textes planant entre réflexion académique et élan poétique dépeignaient avec beaucoup de précision les déités de l'antique civilisation mésopotamienne. Ces entités, dépeintes comme des enfants de la terre et du ciel, n'avaient pas d'affiliation positive ou négative avant leur appropriation par les croyances chrétiennes. Ni démons, ni anges. Ces êtres étaient néanmoins craints par tous les peuples de la Mésopotamie. Fort peu enclins à partager leurs fidèles, les dieux étaient possessifs et exigeaient qu'on leur porte une foi exclusive et sans bornes. Fondamentalement dangereux, ils exigeaient des sacrifices, parfois de sang, pour accorder leur protection contre les malheurs dispensés par leurs congénères, ou tout simplement pour préserver leurs adorateurs de leur colère personnelle. Le bruit de la pluie, qui était devenu assez fort pour que je finisse enfin par le remarquer, avait su guider ma lecture jusque dans les tréfonds de l'ouvrage. Porté inconsciemment par le son des gouttes qui s'affalaient énergiquement sur le toit fraîchement réparé, j'avais parcouru toujours plus avant le large livre. Les théories et constatations des auteurs, toutes plus intéressantes et ne finissant pas de se complémenter les unes les autres, avaient fait naître en moi un intérêt certain pour ce sujet auquel je ne connaissais rien. Je me maudissais de ne pas avoir les compétences linguistiques de certains de mes éminents collègues de l'Institut, car les différentes parties non négligeables de l'ouvrage que je ne parvenais à déchiffrer laissaient des zones obscures dans ma lecture. Néanmoins, si tous les ouvrages que possédait mon parent étaient d'une telle richesse, il ne faisait l'ombre d'un doute qu'ils viendraient avec moi lors de mon retour. Il serait tout simplement criminel de laisser ainsi se perdre dans la poussière de si précieux documents, et je me donnais alors pour mission de venir conserver ceux-ci moi-même au sein des murs de la grande bibliothèque de l'Institut. Il me faudrait par contre, et je ne cachais pas mon excitation à cette idée, consulter chacun des ouvrages moi-même, avant de décider de l'importance à allouer à chacun d'entre eux. C'est sur la constatation que je ne manquerais pas de quoi m'occuper, entre mes recherches personnelles, que je rangeais le livre épais parmi ses pairs. Un mouvement fugace attira mon regard dans le couloir entre les deux pièces de l'étage. Quelque chose venait de se décrocher du plafond, et alors que je m'approchais pour constater de quoi il s'agissait, je reçus une goutte sur le coin du nez. Je devais visiblement me trouver sous les réparations de fortune que j'avais apportées au toit de la vieille demeure. J'en avais la certitude, je n'étais décidément pas un être manuel. Je ne me jetai néanmoins pas la pierre, en constatant que même si la régularité des gouttes qui venaient tremper les lames du plancher était certaine, celles-ci voyaient leur chute respective espacée de quelques longues secondes. Je plaçai donc une grande casserole en fonte sous la pluie. Le bruit régulier des gouttes y chutant disparaissant sous le râle sourd de la pluie battante laissèrent peu à peu s'estomper ces questions dérisoires, alors que je me glissais sous les draps, mon esprit dérivant lentement vers les terres du rêve. Les images d'immenses êtres cyclopéens enfouis dans les strates souterraines de notre planète et de monstres gigantesques, planant bien au-dessus des nuages, habitaient mes songes cette nuit-là. Des géants, cachés bien loin du regard des hommes, écrasant toute notion de réalité, tant de par leur taille que de par l'immense pouvoir ancestral les enveloppant. La morsure de la pluie omniprésente sur la charpente occultait presque totalement ce que je ne puis ou ne voulus distinguer comme étant le croassement rauque qui avait habité mes nuits précédentes. Caché, loin derrière les multiples notes identiques des gouttes sur la toiture, mais bel et bien là, tapis derrière les eaux.
Malgré le brouhaha nocturne, cette nuit avait été la meilleure que je passais dans la demeure de la vallée morte. C'était le corps et l'esprit revigorés par une longue nuit que je me lançais dans une nouvelle journée. Un détail, cependant, vint me troubler alors que je sortais du lit. Mon compagnon félin n'était pas étendu à mes côtés comme à son habitude, ronronnant à l'idée du premier repas de la journée. Aussi j'entrepris de partir à sa recherche dans la maison. Dans le couloir, débordant nonchalamment, la large casserole avait bu goulûment toute la nuit durant. Je saisis celle-ci pour la vider par la fenêtre avant de continuer mes recherches. Je le retrouvai finalement, allongé en boule en bas de l'escalier, à côté de la porte de la maison. Je ne remarqua pas aussitôt les multiples traces de griffures qui tapissaient le bois de cette dernière. Il avait dû passer un bon moment à gratter au vu de l'abondance et de la profondeur des marques. Aussi, malgré la fraîcheur du matin d'une journée encore envahie par la grisaille du mauvais temps de la veille, j'ouvris la porte comme en quête d'une réponse que j'aurais pu trouver à l'extérieur. Il n'y avait rien. Rien que le morne paysage habituel qui se dessinait jusqu'à l'horizon. Le sol, vidé de toute essence vitale, laissait refluer l'eau en une sorte de boue sale qui ne me donnait guère envie de mettre les pieds à l'extérieur. Les nuages noirs de la veille avaient laissé leur place à d'épaisses masses grises, bien décidées à rester ancrées dans le ciel de la vallée. Quand je finis par en détourner mon regard, je m'aperçus que mon camarade avait l'air tendu. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Tu voulais tant que ça sortir sous la pluie ?» Restant à bonne distance de l'extérieur, l'abdomen collé au parquet froid et légèrement gondolé, il jetait de nombreux coups d'œil de gauche et de droite, à l'encontre du paysage dans d'énergiques mouvements de tête. Il avait l'air de chercher quelque chose, mais ne semblait en aucun cas décidé à approcher du pas de la porte. C'est quand je me décidai à refermer celle-ci qu'il retrouva son calme et sa sérénité. Ses oreilles, renvoyées vers l'arrière, reprirent leur inclinaison initiale quand il vint passer la tête le long de ma jambe. Je ne me formalisais pas de ce comportement, qui pouvait paraître étrange à l'humain que j'étais, mais qui devait prendre tout son sens dans les yeux de mon ami quadrupède. Cette maison était nouvelle pour lui aussi, après tout, et la tempête de la veille avait dû lui causer la plus grande des frayeurs. Il lapait goulûment le lait amer auquel il avait fini par s'habituer à mon plus grand soulagement. À la simple idée de devoir en boire ne serait-ce qu'une seule gorgée de plus, mon échine me démangeait. La pluie avait repris de plus belle, même si plus légère que la veille. Ce serait donc une journée à l'intérieur. Très bien. Je ne voyais pas une meilleure occasion de me plonger entièrement dans mes recherches. Rien ni personne ne pouvait me déranger et aucune raison ne pourrait me pousser à mettre le pied dehors. À l'extérieur, la légère brume, obstruant le regard, donnait au grand chêne l'aspect d'une large algue marine se mouvant au gré du courant. Un profond calme s'immisça en moi. Je m'installai à mon bureau bien décidé à ce que cette journée brille, à défaut de la moindre once de soleil, d'une productivité éclatante. Pfft. Comment étais-je censé réussir à pouvoir écrire avec un bruit de gouttes incessant? Je poussais la machine à écrire loin de moi, excédé par la colère. Cela faisait plusieurs heures que je n'avais rien écrit. Mon regard finissait inlassablement par revenir sur les lignes déjà rédigées, en jugeant celles-ci avec le plus grand mépris. Comment pouvais-je avoir si peu avancé en tant de temps? Pire que ça, j'avais la désagréable impression qu'en plus de stagner efficacement, j'avançais à reculons. Plus je relisais mes notes, plus elles me paraissaient ineptes et sans la moindre teneur intellectuelle. Vides de sens, les mots s'étaient empilés sur les pages blanches comme des ordures renvoyées par la mer. Et ce bruit, toujours ce bruit, l'inlassable bruit répétitif des gouttes tombant les unes à la suite des autres, sans qu'aucune d'entre elles n'ose changer le rythme infernal de leur chute. Il fallait se rendre à l'évidence, je n'arriverais à rien avec cet état d'esprit. C'est comme ça. Certaines journées sont avec, d'autres sans. Tous ceux ayant déjà eu une machine à écrire, un stylo ou une simple plume entre les mains connaissent ce sentiment et la futilité d'aller à son encontre.
Et si j'avais déjà rendu des travaux complets que mes pairs encensaient, je savais qu'il fallait me rendre à l'évidence, que cette journée ne brillerait en productivité que de l'absence de celle-ci. Aussi je me tournais vers les nombreux ouvrages de la bibliothèque de mon défunt parent. Un seul de ces livres avait su me garder éveillé de nombreuses heures alors que mon corps suppliait pour le repos. Bien que sur un sujet auquel je ne connaissais rien et dont j'aurais juré que seul un estimé collègue puisse m'y faire prêter attention. Preuve s'il en est que la bibliothèque regorgeait de merveilles insoupçonnées. Je parcourais donc l'étrange des multiples livres poussiéreux du bout des doigts, ne sachant que chercher, espérant qu'une épiphanie soudaine guide inconsciemment ma main, en arrêtant celle-ci sur un diamant brut, qui saurait éloigner mon esprit de ce bruit d'eau qui martelait mes pensées. Oh, un traité d'herboristerie. Je me serais attendu à tout sauf à un livre de ce genre dans un endroit comme la Vallée Morte. L'ouvrage, beaucoup plus récent que celui relatant les croyances babyloniennes, était un guide sur la bonne tenue des plantes, arbres et autres fleurs. Un manuel étendu sur les multiples usages des plantes et où trouver celles-ci. Après de nombreuses heures à feuilleter les pages et contre toute attente de ma part face à un sujet que j'aurais juré ne pouvoir m'intéresser pour rien au monde, j'avais acquéri la certitude qu'elle contenait un savoir précieux. Il m'avait fallu un moment pour saisir la complexité de l'ouvrage tant celui-ci était complet. Il s'adressait à des lecteurs déjà avisés sur le sujet, et pourtant parvenait à captiver le néophyte que j'étais. Je m'étais attardé sur la partie dédiée à l'herbologie, soulignant et explicitant les vertus médicinales des plantes. J'ignorais tant sur le sujet que je manqua presque de remarquer que certaines des pages contenaient des notes manuscrites, d'une écriture que je crus reconnaître. Me saisissant de l'ouvrage archéologique, je comparais sans le moindre doute l'écriture la plus récente rédigée dans celui-ci à celle présente dans le manuel. La botanique et l'archéologie? Ce vieil homme n'avait définitivement pas exagéré l'érudition de mon aïeul. Les notes englobaient tous les sujets touchant de près ou de loin à la végétation présente dans la vallée, tout du moins celle présente à l'époque et ne subsistant plus que dans le reste de celle-ci. De nombreuses notes sur des plantes participant à la tonification des poumons firent rejaillir dans mes pensées l'histoire de l'homme dont la mère souffrait de pneumonie. Un sourire se dessina sur mon visage en imaginant les nombreuses recherches qu'avait dû mener mon parent dans le but d'aider cette femme. Alors que ma curiosité était repue et que mon cerveau ne pouvait emmagasiner plus d'informations sur les plantes, je me contentais de feuilleter les pages, admirant les gravures des diverses espèces végétales. Mon attention fut bientôt attirée par une des pages dont l'estampe représentait un arbre, un chêne pour être plus précis. Intéressé, je me replongeai dans la lecture. Je pus confirmer sans surprise que de par la taille qu'il avait, le colosse trônant dans le jardin était bien plus vieux que le village lui-même. Les descriptions académiques étaient certes enrichissantes, mais les notes manuscrites, elles, m'intéressaient davantage. Mon parent semblait avoir décidé de construire sa maison ici pour cet arbre précisément. Les autres pages, elles, étaient noircies de notes sans rapport avec le contenu qu'elle arborait, se consacrant entièrement à ce grand arbre. Mon aïeul soutenait par exemple qu'en arrosant l'arbre tous les jours, il avait pu le voir grandir de plusieurs mètres. Cela semblait absurde. Je relevai la tête amusée vers ce qui me semblait être le personnage principal de ce récit, en me demandant combien de mètres il gagnerait si cette pluie continuait. Les feuilles du mastodonte dansaient d'un reflet humide sous la chute légère des gouttes, mais ce dernier ne me paraissait pas plus grand du jour d'avant, ni de celui l'ayant précédé. Je reposai alors l'ouvrage sur le bureau, et restai de longues minutes devant le carreau ruisselant, observant en silence l'arbre à l'étonnante longévité.